un poste ministériel, est-ce que vous voulez faire? La réponse que j'ai toujours donnée à cette question-là, c'est que tous les Congolais doivent être disposés et disponibles pour répondre oui. S'il y a un appel pour qu'ils aillent sous les drapeaux, et sous les drapeaux, ça veut dire si on les appelle à une mission nationale, si ça ne dépendait que de moi, oui, j'aurais aligné des technocrates partout, avec un plan d'action bien clair, en assignant à chaque ministère. Et l'évaluation continue et permanente de suivi, je pense qu'on va le regretter parce qu'au bout d'un temps, on va réaliser que rien n'a été fait et les gens sont allés là-bas pour se servir donc à la caisse au lieu donc de servir le peuple congolais. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décryptons l'actualité socio-politique et pourquoi pas économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour vous, aujourd'hui, je reçois un éminent, c'est un professeur, un homme de science, mais aussi un homme politique du nom de M. Noël Tchiani Mwadianvita. Je lui dis déjà bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vision Plus, c'est ça? Oui, Vision Plus Télévision. Ok. Comment une minute, est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs et internautes? Ils vous connaissent déjà bien. Je suis connu comme étant Dr Noël Tchiani Mwadianvita, congolais. Je suis docteur en sciences économiques et je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et j'étais candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018 et dernier mois, je n'avais pas été élu. Donc voilà brièvement la présentation. Ok. Avant de passer à l'actualité, j'aimerais un peu vous présenter l'économie du plan Marshall. Les gens écoutent le plan Marshall, mais c'est quoi le plan Marshall? Si vous pouvez nous dire en quelques minutes. Le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction et le développement de la RDC est une vision de développement pour sortir le Congo de la situation de crise économique et sociale, politique, sécuritaire aiguë dans laquelle nous nous retrouvons depuis plusieurs années et transformer ce pays avec tant de ressources naturelles en pays émergent en l'espace de 15 ans. Pour cela, nous avons un certain nombre d'éléments que nous avons identifiés dans le diagnostic de la situation actuelle. La situation actuelle est caractérisée par une situation de pauvreté extrême. Près de 90% de la population vit en dessous du seuil minimum de pauvreté. Nous avons près de 85% de la population active qui se trouve au chômage. Le PIB par habitant, ça veut dire le produit intérieur brut, qui est l'indicateur principal qui montre le niveau de vie de la population. Il est l'un des plus bas de la planète. Nous sommes classés littéralement 124e sur 226 pays, avec un PIB par habitant de 458 $. Pour vous donner une idée de comparaison, d'autres pays ont des PIB par habitant de 140 000 $, et nous avons 458 $. Ça veut dire que nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Et avec cette situation, je peux dire que le Congo est très sous-développé. Nous n'avons pas d'infrastructure de base. Il y a moins de 10% de la population qui a accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunication. Nous manquons des routes de qualité pour lier tout le pays. Nous manquons des chemins de fer. Nous n'avons pas une économie florissante. Nous dépendons aujourd'hui essentiellement des importations, même pour notre propre nourriture. Donc nous n'avons pas créé une économie florissante. Voilà le diagnostic qu'on a fait. Maintenant, le plan Marshall propose les solutions suivantes. Remettre l'armée et la police, les services de sécurité, en position de pouvoir défendre le territoire national et de rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. 2. Améliorer la gouvernance pour que tous les revenus que l'État devait recevoir puissent aller dans le budget national, augmenter le budget, utiliser ce budget pour financer différents projets de développement. Donc combattre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. 3. Investir maintenant dans les ressources humaines, c'est-à-dire dans l'homme et la femme congolais. Investir à travers l'accès à l'éducation de qualité et l'accès aux soins de santé de qualité pour que l'homme congolais soit en bonne santé et qu'il soit bien nourri. On va le nourrir comment? En mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation
et en faisant ce que j'appelle la mise en place d'une industrie agroalimentaire complète dans le pays, où nous dépendons pour notre nourriture de la production que nous on aura réalisée au lieu d'importer les mêmes choses qui viennent de l'extérieur. 4. Nous devons maintenant construire des infrastructures de base pour relier toutes les provinces du pays, c'est-à-dire construire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, construire les aéroports modernes, moderniser donc nos ports, construire le port de Banana, international de Banana. Et en ayant ces infrastructures de base, on va mettre en place aussi l'électricité et l'eau pour que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau de qualité, mais également les services de télécommunication. Et enfin, nous allons industrialiser le pays, c'est-à-dire prendre les matières premières congolaises du pays, qui sont très nombreuses d'ailleurs, les transformer localement en produits finis, produits semi-finis, pour éviter d'exporter le tout à l'état brut à l'extérieur. En le faisant, nous allons créer des emplois pour les Congolais. Donc, si nous mettons en œuvre cette vision de développement sur une période de 15 ans, de façon continue, mais avec un suivi très proche, rapproché, nous allons pouvoir transformer la RDC pour qu'elle devienne un pays émergent et on va créer des emplois pour tous les Congolais sans exception. Et nous allons aussi améliorer le niveau de vie de la population parce que nous allons introduire un système de salaire minimum garanti d'au moins 1 000 $ par mois applicable dans le secteur privé et public. C'est-à-dire que toute personne qui travaille aura au moins 1 000 $ par mois, je vais dire au moins parce qu'il y a des gens qui vont gagner plus, mais ce salaire sera suffisant pour permettre à tout le monde de vivre correctement. Donc voilà grosso modo les grandes lignes du plan Marshall que je propose. Et si nous le faisons, nous allons améliorer le niveau de vie de la population, c'est-à-dire le PIB par habitant va passer de 458 $ aujourd'hui, qui est le plus bas du monde, à au moins 15 000 $ en l'espace de 15 ans, et ce sera une grande performance pour notre pays. Ok, quand on écoute ça, ça fait rêver tellement. Ça fait rêver que les Congolais puissent avoir un PIB aujourd'hui de 15 000 $. Ça fait rêver. Est-ce que vous sentez qu'après 61 années après l'indépendance, est-ce qu'il y a eu des efforts dans ce sens? Bon, il y a eu des efforts, mais qui ont échoué. Donc il y a eu plusieurs gouvernements successifs qui ont fait de leur mieux, mais je pense qu'ils connaissaient peut-être pas mieux et qui n'ont pas réussi à mobiliser toute la population congolaise pour qu'on puisse réaliser des résultats tels que ce que je suis en train d'envisager aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute, c'est peut-être donc la question du temps pendant lequel ils ont vécu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Congolais qui ont étudié. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont de l'expérience à revendre, qui ont travaillé dans les organisations internationales, dans les institutions qui s'occupent du développement et qui sont aujourd'hui disponibles pour mettre tout le monde ensemble et mettre en œuvre une vision de développement grandiose comme celle que je propose. Donc le passé est passé, on n'a pas réussi. Maintenant, tirons les leçons du passé, regardons donc maintenant vers l'avenir et faisons en sorte qu'on évite les erreurs qu'on a eues donc dans le passé pour que le pays puisse se développer de façon exponentielle. Est-ce que tout cela tourne tout autour de la sécurité? Parce qu'on dit que les investisseurs ont toujours eu peur, ou soit les investissements ont toujours eu peur des bots. Est-ce que tout cela tourne tout autour de la sécurité? Bon, la sécurité dans le pays est un préalable au développement. Donc si on n'arrive pas à établir les conditions de paix et de sécurité, on va effrayer tout le monde, des investisseurs non seulement nationaux mais également étrangers. Et puis les Congolais ne peuvent pas vivre dans un environnement où ils ne sont pas sûrs d'être vivants le jour suivant. Vous allez dormir et vous ne savez pas si la nuit il y a des rebelles ou des miliciens qui vont venir donc vous attaquer la nuit. Donc la priorité des priorités, c'est de rétablir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national pour que chacun de nous puisse vaguer à ses occupations de façon correcte sans être inquiété de perdre la vie ou de perdre donc ses biens. Donc nous demandons que le gouvernement ait cela comme la priorité des priorités de rétablir ce climat de paix et de sécurité. Alors comment est-ce qu'on va le réaliser? En investissant correctement dans l'armée, la police, les services de sécurité, pour qu'ils fassent leur travail, pour qu'on puisse purger cette armée, cette police, ces services de sécurité de tous les infiltrés qui viennent donc des pays étrangers et qui ne sont pas vraiment congolais et qui n'ont pas intérêt à ce que le Congo puisse retrouver cette paix et cette sécurité-là. Maintenant, deuxième chose, après les avoir restructurés, nous devons faire l'inventaire des hommes et des femmes en uniforme pour savoir est-ce qu'on a besoin suffisamment des policiers et des militaires pour pouvoir couvrir tout le pays. Si on n'a pas suffisamment d'éléments en uniforme, il faut recruter de nouvelles personnes, les former, les équiper et les larguer maintenant sur l'ensemble du territoire national pour qu'ils puissent faire leur travail.
Deuxième élément important qui doit nous amener dans la réflexion pour la réforme de la sécurité, c'est la rémunération. Il faut que les militaires, les hommes et les femmes en uniforme, les policiers, les militaires, les agents de sécurité puissent être payés correctement. Moi, je propose un salaire minimum garanti de $1000 par mois qui sera payé à tout celui qui travaille non seulement dans l'armée, mais aussi dans l'administration publique, qui sera applicable au secteur privé sur l'étendue du territoire national. Ce salaire-là est suffisant pour motiver la personne afin qu'il puisse se donner aux efforts de développement de notre pays. Donc si nous faisons ces choses-là et nous sortons de notre armée tous les infiltrés et on y met des nationaux qui ont le sens élevé du patriotisme, je pense que nous allons faire un bon travail, on va rétablir un climat de paix et de sécurité. Et notre élément important aussi, c'est qu'il faut désarmer ceux qui sont déjà aujourd'hui dans les milices. Les désarmer en faisant des programmes de désarmement et de réinsertion dans la société pour leur donner des programmes de formation afin qu'ils aillent faire autre chose. L'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, ainsi de suite. Là, pourquoi pas donc les renvoyer à l'école s'ils sont encore à l'âge d'étudier. Si nous faisons ces choses-là, je crois que nous allons ramener la paix dans notre pays. Monsieur Noël Tchani, moi j'invite un professeur. Et nous avons eu des réinsertions, des cas de réinsertion, des cas de brassage dans notre armée. C'est comme si l'expérience n'a pas été une bonne expérience pour le FARDC. Ça a été une mauvaise façon de faire des choses. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous prenez les armées des 4 groupes rebelles, il y avait les groupes qui étaient avec le président Kabila, les groupes du MLC, les groupes des gens des Opérois, tous ces groupes rebelles-là, vous les mettez ensemble, vous dites que vous faites le brassage. Mais il n'y a pas un dénominateur commun. Il n'y a pas de programme de formation pour que tous ces gens-là qui sont en train de l'armée, qui n'ont jamais été formés d'ailleurs, qui sont des bandits, on a recruté partout, tous ces gens-là, il faut les former, qu'ils aient un dénominateur commun, qu'ils aient donc des cours d'éducation civique, qu'ils comprennent donc ce que c'est la nationalité congolaise et comment il faut la défendre, qu'ils sachent qu'on ne peut pas utiliser l'arme pour tirer sur les civils. Donc, et que la police doit être là pour encadrer et non pas pour opprimer donc les civils. Je pense que nous devons revoir notre armée aujourd'hui, notre police, les services de sécurité, reprendre tous ces gens qu'on avait brassés n'importe comment et faire ce que je propose là, les mettre dans des écoles, dans des programmes de formation où ils vont sortir cette fois-ci avec une éducation très claire de ce que doit faire l'armée, de ce que doit faire la police. Ok, quand vous parlez de la sécurité, il n'y a pas 2 semaines, nous avons perdu un ambassadeur sur notre sol. Quelle a été votre analyse par rapport à cette situation et ce qui a découlé après? J'étais très triste d'apprendre la mort de cet ambassadeur italien, Luca Attanasio, de son garde du corps et de notre frère congolais. De notre frère congolais. Je voudrais adresser mes condoléances à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Mais également les condoléances donc, aux autres qui victimes dans cet accident ou incident. Je pense à eux, pourquoi? Parce qu'ils étaient au service. Ils étaient partis en mission pour faire une mission. Je ne connais pas l'étendue de la mission qu'ils devaient avoir. Nous déplorons cela. Il ne faut pas que notre pays soit l'endroit où on tue des ambassadeurs, où on tue nos compatriotes congolais, n'importe comment. Il faut qu'on arrive à remettre ce climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Maintenant, j'ai compris que l'ambassadeur s'est déplacé dans des conditions qui n'étaient pas très reconnues par le ministère des Affaires étrangères. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans notre pays. On ne peut pas avoir des ambassadeurs qui sont basés à Kinshasa pendant qu'on pense qu'ils sont à Kinshasa, ils sont à l'est, dans des zones très dangereuses et dans des zones où on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Donc, de ce point de vue-là, je crois que nous, en tant que pays, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère des Affaires étrangères, il faut qu'il y ait des directives très claires, et je félicite le chef de l'État parce que j'ai compris qu'il y a eu des directives très claires maintenant pour que désormais les déplacements soient sujets, comme cela est des coutumes, à une note verbale pour informer les autorités de l'itinéraire, de l'objectif du déplacement et aussi qu'ils soient protégés par les troupes congolaises. Et quand vous arrivez dans une ville comme Goma, la première des choses que vous devez faire, vous devez être accueilli par les autorités locales qui connaissent les réalités du terrain et qui peuvent vous dire allez emprunter telle route ou n'empruntez pas telle autre route et qui peuvent même vous accompagner avec des voitures blindées fournies par la MONUSCO et ainsi de suite. Donc c'est un événement malheureux que nous déplorons tous, mais nous voulons prendre maintenant des précautions pour que cela ne puisse plus se répéter donc dans l'avenir.
pour que les ambassadeurs soient sécurisés, mais de l'autre côté aussi pour que quand ils se déplacent, que ce soit connu des autorités congolaises, pour qu'on ne puisse pas se livrer à des activités qui ne sont pas supposées être les leurs officiellement. Ok. Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita, nous allons parler maintenant de l'actualité. Comme vous le savez, c'est l'actualité aujourd'hui, ce sont les consultations que mène le Premier ministre Sama Lukonde. Pas plus tard que le lundi, la SENCO a lancé un message qui a été répondu presque tout coup sur coup par la présidence de la République. La SENCO qui rappelait au gouvernement qu'il va bientôt arriver la nécessité d'organiser les élections en 2023. Est-ce que la présidence, fallait-il répondre directement coup sur coup comme ça à cette communication de la SENCO? Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Je suis, moi, partisan de l'idée que notre pays doit retrouver un climat de sérénité. Si on fait des choses correctement, nous devons être sûrs que chaque cycle électoral est respecté. Donc on n'aura pas besoin des enseignements de la SENCO si on respecte les cycles électoraux et si les élections sont organisées de façon automatique. La SENCO parle en se basant sur une expérience antérieure. On avait des élections qui étaient prévues en 2016 qui n'ont pas eu lieu en 2016. Et il y a eu des glissements et on a eu des explications données par ceux qui étaient supposés organiser des élections. La SENCO utilise cette expérience-là pour tirer la sonnette d'alarme en disant attention, il ne faut pas fermer les yeux en pensant que vous allez vous réveiller la veille et organiser des élections. Parce que si on travaille comme ça et qu'on n'a pas fait le travail préparatoire, on ne pourra pas respecter les calendriers électoraux. Dans ces conditions, la SENCO n'a fait que répéter qu'il faut qu'on puisse planifier dans le budget les ressources financières nécessaires pour arriver à organiser des élections. Et ce n'est qu'un rappel. Ce rappel pouvait venir de la SENCO, pouvait venir de la société civile, votre société, élément de la société civile, pouvait venir des bailleurs de fonds, mais pouvait venir de nous-mêmes, Congolais, n'importe comment, en disant à notre gouvernement, est-ce que vous êtes en train de vous préparer correctement pour qu'on respecte le calendrier électoral? Donc moi, je ne vois rien de mauvais que la SENCO a fait, pour lequel il faut les blâmer, mais je voudrais simplement que nous, en tant que Congolais, qu'on fasse les choses correctement pour que, en 2023, on ait des élections qui respectent le calendrier électoral et que ce processus-là devienne automatique pour que tous les 5 ans, il y ait des élections qui soient tenues et qui respectent le calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mars 2021, nous avons presque 2 ans et demi. Ne trouvez-vous pas que la SENCO a trop anticipé? Non, il n'y a pas trop anticipé. Moi, j'ai préparé un plan pour 15 ans. Okay. J'anticipe que tous les 5 ans, il faut qu'il y ait des élections. Donc, le fait de dire, s'il vous plaît, préparez-vous, je ne vois pas pourquoi donc, on doit dire qu'ils ont trop anticipé. Toute personne rationnelle doit pouvoir avoir à l'esprit les événements qui vont venir et comment il faut les organiser. Parce que s'il faut attendre la dernière échéance pour réaliser un événement, pour faire la préparation, on ne pourra pas être en ordre. Par exemple, des questions budgétaires. Moi, je pense que chaque année, on doit mettre de côté, si le coût des élections, par exemple, est estimé à 1 milliard de dollars, donc il faut mettre de côté 200 millions de dollars chaque année pendant 5 ans pour arriver à tenir les élections. Cela n'est qu'un rappel. Donc que ce rappel vienne de la SENCO, qu'il vienne de Noël Tchani, qu'il vienne de la force du changement ou de notre organisme public. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime de pouvoir garder cela donc à l'esprit. Ce n'est pas une insulte à l'égard du gouvernement, c'est juste un rappel qu'il faut garder cela donc à l'esprit. Ok. Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita, vous êtes professeur, vous êtes économiste, vous êtes scientifique. Aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez dans ce sens, pas surtout comme politique, mais parler comme scientifique. Nous allons parler du prochain gouvernement qui va arriver. Si vous voulez parler du prochain gouvernement, je suis là à votre disposition. Nous parlons de cela. Est-ce que, selon vous, pouvez faire un portrait robot du futur gouvernement? Bon, moi je pense que le gouvernement doit être composé de façon à répondre à certains défis que le pays est capable de traverser. Ces défis sont lesquels? Nous avons un problème de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un problème d'une économie qui ne fonctionne pas comme il se doit. Nous avons un problème des ressources humaines qui ne sont pas à la hauteur
soutenir le développement, mais nous avons un manque criant d'infrastructures. On a une économie qui est désarticulée, qui est tournée vers l'extérieur, qui est extravertie. Maintenant, le gouvernement doit avoir un plan d'action pour mettre en œuvre ce plan d'action-là de façon réussie pour régler ces défis qui ont été identifiés. Donc pour cela, il faut sélectionner des gens qui ont non seulement la volonté, la prédisposition à pouvoir travailler, mais qui ont la technicité et la compétence pour mettre en œuvre les différents programmes du gouvernement de façon donc réussie. Lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption, mettre en place un système de bonne gouvernance, remettre en place un système de justice qui fonctionne, ainsi de suite. Donc maintenant, en sélectionnant ces gens, je crois que le Premier ministre et le chef de l'État doivent s'être concertés déjà pour déterminer le profil des ministres dont ils ont besoin pour arriver à réussir la mise en œuvre de cette vision de développement pour le pays. Notamment qu'il faut qu'il y ait des gens qui répondent aux critères d'intégrité, de moralité, qui n'ont pas été impliqués dans des choses louches du passé, qui ne sont pas accusés de détournement, de vol de ressources publiques et consorts. Il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas de casier judiciaire. Il faut qu'il y ait des gens qui ont une expertise dans un domaine bien particulier où ils seront affectés à travailler dans le gouvernement. Et moi, je pense que nous avons aussi le souci de pouvoir avoir des personnes qui ont une expérience, mais qui n'ont pas été trempées dans le passé. Et un besoin aussi de renouvellement de la classe politique, un besoin de représentation nationale, c'est-à-dire des gens qui viennent de tous les coins donc, de la République, en faisant la sélection des personnes, en utilisant ces critères-là, on devrait avoir un gouvernement réduit par rapport au gouvernement que nous avions sous Ilunga Ilunkamba, un gouvernement réduit considérablement et qui permettrait de travailler autour du Premier ministre et de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Okay. Quand vous parlez de l'expérience et des personnes pas trempées dans le passé, nous voyons aujourd'hui il y a des consultations qui sont faites par les premiers ministres et c'est comme si les anciennes têtes sont pressenties pour revenir dans le poste ministériel. Bon, ça, le Premier ministre peut consulter qui il veut. Il peut consulter les 100 millions de Congolais. Cela ne veut pas dire qu'il va les prendre tous dans son gouvernement. À la fin de la journée, il va sélectionner parmi tous les gens qu'il a consultés, ceux qui répondent donc à son profil. Mais quand il faut faire les consultations, je pense qu'il faut consulter tout le monde. Il faut exclure personne, il faut consulter tous les Congolais. Maintenant, toute personne consultée, s'il répond au profil que le Premier ministre et le Président de la République ont élaboré, et en ce cas, cette personne pourra être sélectionnée. Peu importe si cette personne a travaillé avant et qu'il a eu donc un track record, c'est-à-dire qu'il a eu des résultats probants, ou il n'a jamais travaillé dans le gouvernement, mais il a de l'expérience qui vient d'ailleurs, il faudrait faire le mélange donc de l'ancien et du nouveau, mais en tenant compte au respect des critères, notamment des questions de moralité, d'intégrité, de conflits d'intérêts, et surtout d'expertise pour qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut afin de délivrer le programme de gouvernement. Selon vous, quels sont les défis prioritaires? Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire ici. Un pays en développement qui manque de tout. Je vous ai parlé tout à l'heure là, au début de cette interview, qu'on avait des questions sécuritaires, l'insécurité partout. Nous avons des questions de gouvernance. À la mauvaise gouvernance, c'est un défi. Nous avons des questions de la qualité des ressources humaines. L'éducation, la santé sont des priorités. Nous avons une question d'un manque criant d'infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les chemins de fer, les routes, les autoroutes, les aéroports modernes, les ports modernes. Tout ça, ça constitue donc des défis prioritaires. Nous avons un problème donc d'une économie qui est extravertie, qui ne produit pas tellement à l'intérieur, mais qui importe seulement. Ce sont des défis. Donc, je crois que le gouvernement doit faire la sélection de ces défis-là, les ranger en ordre et commencer à travailler quelque part parce qu'on ne pourra pas tout faire à la fois. Ok. Par rapport à notre économie aujourd'hui, pouvons-nous réinventer cette économie pour que les Congolais puissent s'y retrouver? Mais bien sûr que oui, on peut réinventer l'économie et c'est pour ça que moi j'ai proposé le plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction de la RDC. Okay. Nous avons une économie extravertie. Je propose aujourd'hui qu'on puisse attirer des investissements, tant des nationaux que des Congolais, pour que nous puissions augmenter la production intérieure, qu'on crée une base de production nationale. Si on le fait, nous allons produire localement des biens de consommation, c'est-à-dire à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche,
Au lieu d'importer, nous allons commencer à produire localement et même à exporter les biens de consommation. On aura changé la direction de notre économie. Au lieu de continuer à importer les biens d'équipement, nous pouvons produire certains de ces biens d'équipement à l'intérieur du Congo en utilisant les matières premières congolaises et les minéraux congolais. De ce point de vue-là, on va changer le sens de l'économie, de l'extraversion vers une économie nationale qui s'autosuffit et qui exporte même pour gagner des devises. Donc, nous devons changer la qualité de nos ressources humaines. Si on investit sérieusement dans l'éducation pour que tout le monde ait lieu à l'éducation des bases, à l'éducation secondaire, ait lieu à l'enseignement supérieur, vous allez voir que nous allons avoir des ressources humaines qui sont aussi bonnes que les autres ressources humaines qui viennent des pays africains et qui peuvent même être compétitives par rapport aux ressources humaines des pays européens, des États-Unis, d'Asie. Donc c'est une question de vision et de commencer à mettre en œuvre cette vision-là pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc tout est possible. Vous savez, dans le cadre du plan Marshall et dans le cadre de la force du changement que je préside, nous avons un principe qui dit que l'impossible n'est pas congolais. Si nous travaillons, nous allons réaliser nos objectifs. Mais nous devons cesser donc de nous plaindre et penser que le tout doit être fait par les étrangers pour nous. Ces gens-là ne viendront pas faire des choses pour nous. C'est nous les Congolais qui devons être dans le siège des conducteurs. Si nous savons ce que nous faisons, nous mobilisons tout le monde pour travailler dans ce sens-là. Nous allons sortir le Congo de cette situation de marasme prolongée dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs décennies. Ok. Nous nous posons une question, j'étais en train comme ça de réfléchir. Est-ce que le Congolais aujourd'hui, avec ces problèmes de Covid, après la Covid, quelles sont les plus les solutions que vous pouvez nous donner? Vous, en tant qu'économiste, vous avez travaillé dans les multinationales, vous avez travaillé dans les organismes internationaux. Après une crise comme ça, une crise qui a frappé tout le monde, après la Covid, quels sont les genres d'économie que nous pouvons mettre en marche pour essayer de faire redémarrer ces Congos-ci? Vous savez que la Covid n'est pas un phénomène congolais seulement. Oui. C'est un phénomène qui a frappé tous les pays du monde. Okay. Donc chaque pays doit avoir sa stratégie en fonction de sa situation particulière pour faire face aux nouveaux défis créés par la Covid. Moi, personnellement, j'ai actualisé le plan Marshall de Noé Tchani pour le développement et la reconstruction de la RDC, actualisé pour mettre l'emphase sur certaines priorités que avant, bien sûr, ces défis-là existaient, mais ça a été amplifié avec la Covid. Par exemple, j'estime que nous devons massivement investir dans notre système éducatif. Notre système éducatif et notre système de santé. Nous avons besoin d'avoir du personnel médical de qualité, nous avons besoin d'avoir des infrastructures sanitaires de qualité, des hôpitaux dignes de son nom sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, moi personnellement, j'ai été victime de la Covid, j'ai été atteint de la Covid. J'ai vu ce que ça veut dire quand vous êtes atteint donc de cette pandémie-là et comment vous pouvez perdre la vie. Je voudrais que nous puissions réactualiser les hôpitaux congolais. Des hôpitaux comme l'hôpital général de référence, comme la clinique Aliema, comme la clinique universitaire consort, à défaut d'utiliser le mot réhabilitation sérieuse. Je pense qu'on devrait les détruire et les construire à partir de zéro pour avoir des hôpitaux qui répondent aujourd'hui aux défis du XXIe siècle, aux normes internationales. Deux, nous sommes un pays de 105 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire national. Nous devons avoir un objectif d'avoir au moins un hôpital moderne pour chaque 1 million de personnes. J'ai vu ce principe-là appliqué en Indonésie ou dans d'autres pays. Nous devons évoluer vers cela. Trois, nous devons tirer avantage du fait que quand on ferme les frontières, à l'intérieur, on n'est plus à mesure de pouvoir nous nourrir nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on importait tout ce dont nous avions comme nourriture et avec la fermeture des frontières, on a été étranglés. Nous devons investir maintenant massivement dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, pour produire localement nos produits dont on a besoin pour la consommation. Trois, je considère qu'il faut juste accélérer l'accès de tous aux services publics de base. Par exemple, on dit à tout le monde que quand vous sortez, vous revenez à la maison, vous devez vous laver les mains. Comment vous allez vous laver les mains si l'eau n'est pas disponible? Donc nous devons accélérer la mise en place de ces services publics de base, l'eau, l'électricité, l'accès aux services de télécommunication. Donc ces choses-là, si nous les faisons, vous allez voir que nous allons avoir une économie qui s'est adaptée au nouvel environnement créé par la pandémie de Covid-19 et une économie qui va être différente de celle qu'on a connue avant. Ok.
Monsieur Noël Tchani, pensez-vous qu'essentiellement, ce qui doivent animer les ministères, les prochains ministères de l'Union sacrée, doivent forcément être les politiques ou on peut aussi prendre les scientifiques? Parce que je sens que souvent, quand il y a concertation, c'est toujours, ça semble être les partages des gâteaux entre les forces politiques en présence. Est-ce que devons-nous continuer dans cette optique ou nous devons nous réinventer contre la matière grise, notre matière grise qui est par-ci par-là dans les autres cieux, sont en train de faire des prouesses et revenir au pays pour essayer d'animer les ministères? Si ça ne dépendait que de moi, oui, j'aurais aligné des technocrates partout, avec un plan d'action bien clair, en assignant à chaque ministère, à chaque technocrate ou à ce groupe de technocrates dans un secteur des objectifs à réaliser très clairement pendant un temps bien précis, si ça ne dépendait que de nous. Mais nous sommes dans un pays où on doit intégrer, prendre en compte les points de vue de tout le monde. Notamment ces politiques-là, si on ne peut pas les inclure, ils vont créer des éléments d'instabilité. Donc il faut mélanger les deux. D'un côté des politiques, mais des politiques propres, intègres, neuves. Pas des politiques trempées tellement dans le passé que leur présence dans le gouvernement discrédite même le gouvernement. Maintenant, une fois que nous avons quelques politiques bien identifiées, propres, intègres, compétents, on les mélange avec quelques technocrates dans des secteurs précis, mais tout le monde doit répondre à un certain profil. Ce que nous avons indiqué tout à l'heure là, la technocratie, l'expertise, la propriété, l'intégrité et en ce moment-là le nationalisme, la capacité à pouvoir travailler en équipe pour réaliser des objectifs que ce sera assigné donc au gouvernement. Quand vous parlez des hommes neufs, j'étais en train de rire. Est-ce qu'il y a encore des hommes neufs dans ce pays? Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Nous sommes 105 millions d'habitants. Vous savez, ceux qui ont travaillé là, qui ont mis le pays dans une situation catastrophique, c'est une petite minorité. Mais ils veulent revenir. C'est les mêmes là qui depuis plusieurs années, ils veulent mourir donc dans leur poste. Il faut mettre ces gens-là de côté. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé sur certains pays où quand on vous dit, vous rencontrez, on vous dit ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le PDG de telle banque, de telle entreprise publique, tel ministre donc au niveau sectoriel. Vous regardez, ce sont des jeunes gens, dans la trentaine, dans la quarantaine, qui n'ont jamais trempé donc dans ça. Mais s'il y a des gens plus âgés que ça, ces gens-là n'ont pas été associés à la mauvaise gouvernance du passé. On veut renouveler, on veut changer, trouver une solution à un problème. On ne change pas, on ne résout pas un problème en prenant les mêmes, en recommençant à zéro. Mais si on cherche dans notre pays, on va trouver. Les gens de tous les âges d'ailleurs, il y en a qui sont tellement bons, mais ils ont été écartés dans le passé parce qu'ils étaient très bons. Il faut retrouver ces gens-là, les aligner aujourd'hui, ils vont nous délivrer donc une meilleure performance par rapport donc à ce que nous avons connu aujourd'hui. Et je voudrais conseiller une chose à notre Premier ministre, mais également au Président de la République. Il ne faut pas simplement mettre en place un gouvernement où les mandataires de l'État ou des mandataires au niveau de certaines institutions publiques, on a échoué ou bien on a réussi. Il faut mettre en place un système d'évaluation permanente continue. C'est-à-dire que, par exemple, tous les 3 mois, on évalue l'action de tout un chacun pour savoir est-ce qu'il est en train de travailler, de réaliser des choses qui vont permettre au pays d'atteindre les objectifs qu'on s'est assignés sur le plan de développement, sur le plan économique et social. Et ceux qui ne peuvent pas s'adapter rapidement, il faut trouver des mesures correctives, soit renforcer ces structures-là avec d'autres personnes, soit aussi les mettre de côté et qu'ils soient remplacés aussi. Je sais que les gens vont dire que ça va créer l'instabilité des institutions. Mais si on n'a pas une mesure de l'évaluation continue et permanente de suivi, je pense qu'on va le regretter parce qu'au bout d'un temps, on va réaliser que rien n'a été fait et les gens sont allés là-bas pour se servir donc à la caisse au lieu donc de servir le peuple congolais. Ok, nous sommes presque arrivés à la fin, mais dans quelques minutes, nous allons vous parler des forces, les partis, des forces du progrès. Force du changement. Force du changement. Le regroupement politique que je préside s'appelle Force du changement. Parlez-nous des forces du changement. La Force du changement, c'est un regroupement politique reconnu par le ministère de l'Intérieur et qui a dû avoir les autorisations qu'il faut depuis 2016. Je suis le président de cette structure-là. Nous avons une présence aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, des gens qui nous représentent partout dans toutes les provinces. Qu'est-ce que nous avons comme vision? Notre vision, c'est le plan Marshall de développement que je présente là au peuple congolais. Notre ambition, c'est de contribuer au développement du pays en sortant le pays du sous-développement pour qu'il devienne pays émergent en l'espace de 15 ans. Pour cela, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure qui est dans le cadre du plan Marshall,
Nous devons faire la promotion de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, la promotion de la bonne gouvernance, investir dans les ressources humaines, dans les infrastructures de base, créer une économie diversifiée qui crée des opportunités et des emplois pour tout le peuple congolais. Mais nous insistons sur les valeurs d'intégrité et de moralité pour ceux qui doivent animer les institutions au sein de notre regroupement, tout comme au niveau national. Donc voilà grosso modo les idées que nous avons pour notre regroupement. Maintenant, si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez appeler les numéros de téléphone suivants. Plus 243 81 50 99 337. Je répète, plus 243 81 50 99 337. Et si vous voulez adhérer, vous n'avez pas besoin de faire des formalités compliquées. Vous envoyez simplement un message WhatsApp à ce numéro-là en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone ou bien votre numéro WhatsApp et en disant que vous voulez adhérer à la force du changement dont le président c'est Dr Noël Tchaïwa Djambita. Vous êtes automatiquement enregistré et vous devenez membre de la force du changement. Et les membres de la force du changement, nous les appelons les agents du changement parce qu'ils sont tenus à un comportement exemplaire. Ils doivent montrer l'exemple au reste de la population que nous voulons que le Congo change et devienne un meilleur pays que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je vous remercie. Ok. Pour finir, juste une question comme ça qui arrive, ce n'est pas une prétention, mais si aujourd'hui la main vous était tendue pour occuper un poste ministériel, est-ce que vous le ferez? La réponse que j'ai toujours donnée à cette question-là, c'est que tous les Congolais doivent être disposés et disponibles pour répondre oui. S'il y a un appel pour qu'ils aillent sous les drapeaux. Sous les drapeaux, ça veut dire si on les appelle à une mission nationale qui peut contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, à une meilleure vie pour tout le monde, chacun de nous doit être disposé à pouvoir le faire. Je vous informe d'ailleurs que la semaine dernière, j'avais été appelé parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on attend simplement des coups de fil de la part du président de la République. Moi, j'ai été appelé par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, monsieur Rossi Kiwa. Il m'a invité à venir participer avec lui à l'opération Kinbopeto pour nettoyer la ville et sensibiliser la population à la propriété de la ville. J'ai répondu présent. Je suis allé. Nous avons nettoyé certaines rues dans la commune de Kinshasa. On a sensibilisé donc les élèves dans certaines écoles, dont le lycée Kabambare. Et j'ai promis de pouvoir revenir ce samedi pour aller inspecter les quartiers qu'on a utilisés comme étant pilotes pour voir si la population a nettoyé après qu'on soit parti, pour que quand on revient, on trouve que le quartier donc est propre. Nous allons faire cette opération-là en passant d'une commune à l'autre. Nous demandons l'implication du gouverneur de la ville de Kinshasa, du gouvernement central s'ils peuvent nous donner des moyens pour qu'on achète des boots, qu'on achète donc des gants, qu'on achète donc des combinaisons, des salopettes, et nous allons pouvoir faire sur le tour de toutes les communes en passant d'une commune à l'autre pour que notre ville redevienne ce qu'on a connu dans le temps. Vous savez que Kinshasa était appelée Kinlabel. Nous voulons qu'elle devienne comme ça, qu'elle reporte un costume propre, qu'elle soit un bon environnement dans lequel chacun de nous peut vivre correctement avec sa famille sans être exposé au risque de contamination des maladies. Et j'en passe. Ok. En entrant en Niger, vous me parlez vraiment de l'authenticité, vous me parlez, vous êtes vraiment un Congolais authentique. Vous parlez lingala? Ok. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays, il y a ceux-là qui nous suivent des pays lusophones qui ne parlent pas français. Si vous pouvez faire l'économie de tout ce que vous avez dit ici en lingala, non, il faut naïver ce bango que d'abord le lingala n'est pas la seule langue congolaise. Ok. La Congo, nous avons 4 langues nationales. Okay. Le lingala, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili. Okay. Il faut tout sortir de la mentalité que pour être congolais, il faut parler de lingala. Moi, je n'ai pas grandi dans la partie lingalophone. J'étais né dans la partie chilubaphone, je parle de Chiluba, très bien. Donc, ceux qui a besoin de tout communiquer en langue nationale. Ceux qui Chiluba, je peux communiquer avec vous très facilement. Mais lingala, ils ont très bien été. Donc, il faudrait que tout le monde donc, sache que vision de développement au Tozanango, plan Marshall et Noël Tchani pour la reconstruction du développement, il y a RDC.
ambitieux à vision oyo pour développer RDC pour et comme un pays émergent en l'espace de 15 ans. Pour cela, il faut investir pour mettre en place un environnement de paix et sécurité sur l'ensemble du territoire national en restructurant armée, police et services de sécurité. Donc, investir dans les ressources humaines congolaises, c'est-à-dire l'homme et la femme congolais, à travers accès de tous à l'éducation, santé, mais aussi à la nourriture de qualité. Donc, on investir pour diversifier l'économie nationale. Diversifier l'économie nationale, ça veut dire relancer la production agricole, d'élevage et de pêche, mais aussi la production minière, organiser le secteur touristique. Et nous allons aussi mettre en place un système financier qui fonctionne, c'est-à-dire avoir une banque centrale de qualité qui donne au peuple congolais une monnaie de qualité, le franc congolais fort, pas le franc congolais faible que nous avons aujourd'hui. Et nous allons mettre en place un système financier diversifié, c'est-à-dire avoir des banques commerciales, des banques d'investissement dans lesquelles les Congolais se retrouvent. Pas des banques simplement étrangères que nous avons aujourd'hui. Si nous faisons ces choses-là, nous avons ici qu'en l'espace de 15 ans, Bokanabiso, Congo démocratique, et comme pays émergent, c'est-à-dire pays développé. Pas développé au même titre que les États-Unis ou les pays occidentaux, mais plus développé que ce que nous sommes aujourd'hui. Et en ce moment-là, donc au pays, le peuple congolais, niveau de vie à qualité meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Donc voilà grosso modo, l'idée à plan Marshall, nous allons promouvoir au Batunion, au Balingi, comme membre de la force du changement, n'a pas ça qui bino numéro de téléphone pour Kobenga, numéro plus 243 81 50 99 337. Ceux qui ont bien ou bien au tindi message dans your WhatsApp, il faut payer sa combo na yo, au payer ce numéro de téléphone na yo, il faut le baka que au lingio comme agent du changement ou bien membre de la force du changement, le mouvement politique de Noël Tchani, de accepter bien l'union. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivi avec une attention soutenue. Matoni mingi nous etoyandi biso na bamboka nyonso ezala pona na mikili ya poto to pe na République démocratique du Congo. Tembaki pona bino lelo ndeko na biso professeur Dr Noël Tchani Mwadi Avita na yende tobeti masolo oyo ya mboka. J'entends vos commentaires, vos suggestions et pourquoi pas vos messages sur le numéro qui passe, qui défile sur vos petits écrans. Et avec le même plaisir, je vous retrouve très prochainement. Partagez, likez la vidéo. Bye. Merci.